Si tu veux bien enchaîner. Pas de souci. Donc, bonjour à tous. Le programme est assez chargé, donc je vais enchaîner tout de suite avec le plan de la présentation. Donc, dans un premier temps, nous allons nous attarder sur la stratégie de gestion du sclérotinia et notamment avec des nouveautés que je vais vous présenter par la suite, avant de nous atteler à la stratégie de gestion des maladies dites secondaires que je vous présenterai donc par la suite, Mycosphaerella, cylindrosporiose et oïdium, avant de terminer sur les perspectives et nos pistes de travail concernant toutes ces thématiques. Donc, le sclérotinia, maladie principale du colza, vous n'êtes pas sans le savoir. À chaque fois, pour toutes les maladies, vous aurez ce type de carte d'identité de la maladie, avec à droite la petite carte qui vous indique les fréquences en fonction de la localisation au niveau national. Et puis, 2-3 informations afférentes à la maladie. Donc, le sclérotinia, on voit en fait depuis quelques années qu'on est sur des fréquences de fortes attaques qui sont un petit peu en régression, avec 1 à 2 attaques fortes repérées tous les 10 ans. Et ça, en fait, c'est plutôt en lien avec les facteurs favorables au développement de la maladie, qui sont normalement température douce et des humidités relatives élevées, qui sont de moins en moins rencontrées en fait au niveau de nos printemps depuis quelques années. Il faut savoir que, en effet, voilà, pour ce qui est de la nuisibilité, on est vraiment sur des attaques significatives pour le sclérotinia à partir de 10% de tiges principales atteintes. On a vraiment des nuisibilités qui augmentent en fait par tranche de 10% de tige principale atteinte, de 1 à 1 quintal par tranche de 10. Les attaques sur ramification secondaire sont rarement nuisibles, sauf que dans le cas de très fortes attaques, donc supérieures à 50% de ramification atteinte. On souhaitait vous faire également un petit point sur la situation de résistance au SDHI et particulièrement au boscalide. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous effectuons depuis maintenant de nombreuses années un suivi au niveau national de ces résistances. Vous avez sur la droite une cartographie indiquant les lieux où ont été prélevés des échantillons donc, de sclérotes et analysés par la suite. Donc les points rouges correspondent à des points où on a repéré des sclérotes résistants au SDHI et donc en particulier au boscalide. Et donc, vous pouvez voir qu'on a en fait ici des détections dans plus d'une vingtaine de départements. Alors attention, détection de résistance n'indique pas forcément perte systématique d'efficacité au champ. C'est d'ailleurs même rarement en fait le cas, en tout cas de perte totale d'efficacité des solutions SDHI au champ. Par contre, ce que l'on repère aussi depuis quelques années, et ce que je vous disais par rapport à l'adéquation des conditions annuelles climatiques, c'est qu'on a beaucoup moins de sclérotinia qui se développe sur les dernières années. Et en fait, depuis quelques années, on a très peu de remontées d'échantillons, ce qui nous permet en fait aujourd'hui de ne pas avoir en fait une vision suffisamment claire de la résistance sur les 2 dernières années au niveau national. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de détection sur les dernières années, les quelques échantillons que l'on avait qui nous étaient remontés ne ressortaient pas comme résistants, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de détection que l'on n'a pas de problème, et donc il convient, attention, de ne pas s'endormir sur cette thématique. Un petit rappel également, à ce jour, nous n'avons pas trouvé de résistance, pas détecté de résistance sur les strobilurines ou les triazoles. Et donc, qu'en est-il en fait pour demain de cette résistance au SDHI? Comment est-ce qu'on voit un petit peu les choses? Eh bien, malgré un contexte en fait de perte de substances actives que l'on peut voir dans toutes les catégories et qui touche globalement toutes les cultures en France, eh bien, nous avons quand même eu la chance en 2021 d'avoir l'homologation d'un nouveau mode d'action pour la gestion du sclérotinia, qui vient donc s'ajouter à notre escarcelle de solutions pour gérer justement cette maladie. Et donc, c'est le fludoxonil qui porte à 4 le nombre de modes d'action aujourd'hui disponibles pour la gestion de cette maladie au printemps. Donc ici, on a quand même déjà un premier outil qui nous permet de voir un peu plus sereinement la gestion de cette maladie de façon durable via l'alternance et ou le mélange de substances actives. Alors attention, ces 2 leviers d'alternance et de mélange des substances actives ne permettent pas d'empêcher complètement le développement de nouvelles résistances. Simplement, on est plutôt dans une progression lente de ces apparitions. Et puis, très important également, et ce qui nous permet d'être un petit peu plus serein aussi, c'est un nouveau levier en fait qui nous permet de gérer le sclérotinia, le levier variétal, et dont je vous parlerai par la suite, via le déploiement d'une variété tolérante, donc la BRV 703, qui est une variété Brevant.
Donc, pour ce qui est de ce nouvel outil dont je vous parlais, donc le Trésor, c'est donc une solution qui est proposée par Syngenta, donc homologuée, l'AMM date d'avril 2021, et qui est composée en fait de 50% de fluoxonil. On est ici sur une forme de granulé dispersable. Et en fait, l'intérêt donc de ce nouveau mode d'action, c'est qu'on est donc sur un nouveau groupe de familles chimiques, les phénylpyrols, qui vont avoir un impact en fait sur l'osmose au niveau des cellules et qui vont empêcher la croissance du champignon Sclerotinia au niveau donc, des pétales et des feuilles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette molécule est utilisée dans le cadre de la gestion d'autres maladies en France depuis les années 90. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas démontré de résistance sur cette substance active, qui est donc notée par la FRAC comme étant à faible risque de résistance. Il faudra savoir que sur le fluoxonil, on a une dose d'AMM qui est de 0,75 kg par hectare. Ce n'est pas la dose avec laquelle nous allons travailler en usage et nous allons voir ça par la suite. Et donc, cette solution sera bien à positionner toujours sur le stade G1, habituellement comme toute autre protection pour le sclérotinia, et sera proposée uniquement en PAC, donc associée à un mode d'action type strobilurine ou triazole pour une action complète à la fois sur le sclérotinia et pour le rendement. Donc, on va passer à des résultats d'essais. Donc, dans un premier temps, j'aimerais simplement souligner le fait que depuis 2017, en fait, dans tous nos essais, on a remarqué qu'on n'avait pas ou peu d'effets rendement suite au traitement AG1 par rapport aux témoins non traités. Et donc, ça va avoir son importance. Et c'est ce que je vous disais aussi, c'est qu'en fait, depuis quelques années, les printemps secs ne permettent certainement pas le développement de maladies qu'on voit assez peu se développer en fait en dehors des maladies très connues, ce qui fait qu'on a assez peu d'effets rendement des traitements AG1. Cela dit, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'en l'absence de sclérotinia, ici vous avez un regroupement de 13 essais qui ont été menés entre 2017 et 2019. Donc, vous avez très peu de gains de rendement. Ici, sur ce regroupement, on est à inférieur à 1 quintal par hectare. Et ce que l'on peut remarquer tout de suite, c'est que les solutions ici, Trésor et notamment Trésor associés, sont complètement équivalentes sur la variable rendement par rapport à la référence Propulse à 0,8 litres hectare. Donc ça, c'est d'un point de vue rendement. Vous allez me demander maintenant, d'accord, très bien pour le rendement déjà sans sclérotinia, mais qu'en est-il avec le sclérotinia? Donc ici, vous avez un regroupement d'essais avec sclérotinia, donc 4 essais menés entre 2018 et 2021. La moyenne d'attaque sur tige principale est ici de 20,5%, donc on est sur des attaques modérées. Première chose que l'on peut repérer sur ce regroupement, c'est que l'on a une nuisibilité du sclérotinia équivalente à environ 2 quintaux hectares, donc tout à fait en cohérence avec le pourcentage moyen d'attaque sur tige principale. Et ce que l'on voulait faire en fait ici, avec ces essais, c'était vraiment de pouvoir évaluer les différents partenaires d'association avec le Trésor. Donc, c'est ce que vous pouvez voir notamment sur ces différentes modalités ici. Donc, ce qui est représenté là à l'écran, c'est vraiment à chaque fois du rendement. Donc, pour ce qui est de l'histogramme, c'est la moyenne des 4 essais quand elle était disponible. Et puis, vous avez le rendement moyen par essai qui est représenté à chaque fois par un point. Donc, quand la moyenne n'a pas été possible, je vous ai mis quand même par indication les rendements dans chaque essai pour avoir un aperçu. Donc ici encore, on voit qu'on a vraiment une équivalence entre les solutions Trésor associées avec la modalité Propulse à 0,8. Je vous ai également indiqué ici pour indication les efficacités moyennes constatées sur les 2 premières modalités. Donc, à savoir que sur le Propulse à 0,8, on était à 91% d'efficacité et à 83%, on était pour le Trésor à 0,3 ou à 0,5 kg/hectare, on était à 83% d'efficacité moyenne, ce qui est complètement comparable puisque nous, par expérience dans nos essais, lorsque l'on a des différences d'efficacité de l'ordre de 10%, on ne sait qu'on n'a pas d'impact derrière sur le rendement. Donc ici, on est bien sur Trésor, sur une solution équivalente aux références actuellement proposées sur le marché. Donc, on va enchaîner un petit peu avec le biocontrôle, faire un petit point sur ce qui est proposé aujourd'hui en France. Donc, on a plusieurs types de biocontrôle qui sont proposés, le Rhapsody, le Balade, le Polyversum. Ce qu'il faut bien retenir sur ces solutions, c'est qu'on est sur des solutions qui sont efficaces en situation de faible pression. Donc, quand on est en dessous des 10% de tige principale atteinte, et donc là, avec des efficacités d'environ 30%.
D'ailleurs, c'est ce que l'on peut voir sur la gauche avec le graphique où vous êtes en situation de faible attaque, donc dans 4 essais menés en 2016, où vous avez donc la comparaison entre le Rhapsody solo, le Rhapsody qui est en mélange avec une demi-dose de Propulse, le Propulse à demi-dose en solo et le Propulse à pleine dose par rapport aux témoins non traités. Donc ici, le Rhapsody, voilà, on est sur une vingtaine de % d'efficacité. Ce sont bien les points rouges pour les efficacités à regarder. En situation de forte pression, attention, les efficacités baissent et sont souvent irrégulières pour ces solutions de biocontrôle solo. Et donc là, la demi-dose d'un fongicide efficace devient incontournable. Et c'est ce que l'on voit aussi sur ce graphique, puisque dès que l'on ajoute une demi-dose de fongicide efficace, eh bien, on retrouve des efficacités de l'ordre des solutions fongicides à demi-dose solo, voire même voilà, de la solution à pleine dose. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir vraiment sur ces solutions de biocontrôle, c'est qu'à chaque fois, c'est le fongicide à demi-dose qui va vraiment faire les caractéristiques de la solution et donc du pack proposé. Je vous en ai parlé aussi en introduction, donc nouveauté 2021 également, c'est le travail que nous avons pu effectuer sur le levier variétal via l'expérimentation sur la variété tolérante Sclérotinia BRV 703. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir évaluer le comportement de cette variété avec ou sans protection complémentaire, donc soit du biocontrôle, soit une demi-dose de fongicide conventionnel. Ici le Propulse à 0,5, et ce, comparé à une variété traditionnelle sensible. Donc on avait 3 essais en 2021 que je vais vous présenter par la suite. Nous avons réalisé de l'inoculation par grain d'orge en fait sur ces 3 essais. 2 essais ont bien répondu à cette inoculation et ont présenté des taux d'attaque qui nous permettaient d'évaluer ce comportement variétal. Donc sur les 2 essais que je vous présente ici, la conclusion est la même, c'est que l'on a entre 40 et 50% de réduction du taux d'attaque avec la BRV 703 par rapport à la variété sensible. Ça se voit tout à fait bien sur l'essai de droite, ici, où on passe dans le témoin non traité de tige principale atteinte aux environs de 65% pour la variété sensible qui était donc DKX Storm, à 31% de tige principale atteinte pour la BRV 703. Le calcul est équivalent, on est ici donc sur une attaque qui est bien moins importante puisqu'on est plutôt aux alentours de 15% des tiges principales atteintes sur la variété sensible. Et donc ici, vous pouvez voir qu'on est plutôt de l'ordre de 40% de réduction, mais ce qui reste totalement intéressant pour la suite de notre évaluation. Ce qui me semblait intéressant également de vous remettre ici, c'est ce que je vous disais sur la diapo précédente pour le biocontrôle. L'efficacité du biocontrôle ici en situation de faible attaque, puisque dans cet essai, on était bien sur des faibles attaques avec 15% ou 9% de tige principale atteinte, eh bien, on a une efficacité du balade que vous pouvez retrouver ici de l'ordre de 30%. Voilà pour ce qui est de ces essais-là. Et donc, quelle est notre vision pour la suite là-dessus? Et puis, quelle est la vision et aussi au niveau des firmes? Eh bien, côté firme, en fait, Corteva, avec qui s'est associé donc Brevant, annonce pour ce type de variété une réduction de l'incidence et de la fréquence jusqu'à 60% sur tige principale avec la BRV 703. Et donc, demain, cette variété, le but est de la proposer vraiment en association plutôt avec un pack de type biocontrôle avec le balade à appliquer au stade G1. Donc là, on est bien sur des résultats en conformité avec la firme pour nous de ce côté-là, pas de souci. Et côté Terrinovia, eh bien, demain, il faudra envisager l'évaluation variétale à proprement parler de cette variété, puisque pour l'instant, il faut encore mettre au point une méthodologie et une évaluation officielle sur cette variété, mais bien sûr screener éventuellement d'autres variétés via cette méthodologie, et puis de poursuivre cette évaluation de la performance vis-à-vis du Sclérotinia avec le protocole que je vous ai mis là, donc en bas à droite, 3 essais à nouveau, et donc le même type de fonctionnement par rapport à l'année 2021. Donc ça, c'était pour le sclérotinien. On va maintenant passer à la stratégie de gestion des maladies dites secondaires, même si on va voir que parfois ce terme secondaire n'est pas forcément très approprié. Et donc là, en fait, le fil conducteur à chaque fois pour chaque maladie, ça va vraiment être de se poser la question, quel est le positionnement judicieux pour la ou les interventions et quel est le choix de solution que l'on doit privilégier. Donc nous allons aborder le cas du mycosphaerella, de la cylindrosporiose et de l'oïdium.
On commence avec le Mycosphärella, donc toujours la même chose, vous avez la carte des fréquences sur la droite. Vous pouvez voir qu'en fait en France, sur le Mycosphärella, c'est vraiment plutôt l'ouest de la France où on va avoir une incidence beaucoup plus importante au niveau fréquence et au niveau nuisibilité aussi, avec la Bretagne, une partie du centre Val-de-Loire qui va être touchée, les Pays de la Loire, et là où on a les plus fortes attaques et les plus fréquentes, c'est sur le Poitou-Charentes et la Vendée, où la nuisibilité peut être comprise entre 3 et 5 quintaux à l'hectare, sachant que sur des variétés plutôt anciennes et plus sensibles à l'égrenage, on pouvait dépasser les 7 quintaux hectares, sachant qu'aujourd'hui, on a eu un réel progrès sur cette caractéristique des variétés. La sensibilité à l'égrenage a quand même nettement reculé, ce qui nous permet de rester plutôt dans des 3 à 5 quintaux hectares au niveau des moyennes sur ces dernières années. Simplement pour attirer votre attention, donc ici on est vraiment sur une fréquence qui est en augmentation sur ces dernières années, et c'est pour ça qu'en fait sur ces régions-là, le Mycosphärella passe quasiment devant en fait le sclérotinia en termes de maladie principale en fait sur le colza. Les symptômes principaux, bon, vous avez quelques photos en haut à droite, je ne reviendrai pas trop longuement dessus, mais des taches en anneaux concentriques sur les feuilles, des taches beige à brun sur les siliques, et dans les deux cas, l'apparition de pycnides, qui sont donc des petites protubérances noires, qui sont assez caractéristiques du Mycosphärella, en tout cas pour pouvoir les distinguer, notamment par rapport aux attaques d'Alternaria. Donc maintenant, pour des résultats d'essais. Là, je vous propose un regroupement de 2 essais que nous avons menés en 2021. Des essais sur lesquels on avait un taux d'attaque assez fort, donc de 80% des feuilles atteintes dans témoins non traités 2 à 3 semaines après le traitement AG1. Donc là, on était quand même dans des situations qui nous permettaient, a priori en tout cas, de pouvoir bien évaluer les différentes stratégies. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait, on a une nuisibilité qui est assez peu élevée. On est plutôt autour de 2 quintaux hectares, ce qui reste assez contraint. Et en fait, ça va s'expliquer tout simplement parce que dans ces essais, on a eu soit un cas, dans le cas du 86 notamment, une non-évolution en fait vers les siliques de la maladie de façon globale en lien avec les conditions climatiques qui n'ont pas permis leur progression, soit une progression très tardive de la maladie qui a progressé de façon très fulgurante sur les siliques mais qui n'a pas pu impacter réellement le rendement par la suite. Donc en fait ici, ce que vous avez à retenir, le graphique est un petit peu dur à lire donc je vais y aller avec vous. Les histogrammes ici représentent à nouveau le moyen rendement quand il est disponible sur les 2 essais, sur les modalités. Les petits points rouges, on est sur l'efficacité moyenne des traitements qui ont été effectués à C2D2 puis G1 ou à G1 en solo. Donc vous avez en bleu les traitements qui ont été effectués uniquement à G1 et puis en violet encadré ici les programmes où on avait une première application AC2D2 puis AG1. Donc ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est que on a des choses en termes d'efficacité visuelle sur feuille qui sont différentes avec ce qu'il semblerait en tout cas des efficacités meilleures sur les stratégies à 2 applications avec application précoce. Des petits retraits, mais néanmoins très satisfaisants sur les impacts Propulse AG1 solo. Donc à la pleine dose à 0,8, on est très satisfaisant et on voit qu'on a un petit effet dose avec le Propulse à 0,5 qui est légèrement en retrait. Par contre, là où tout de suite je veux attirer votre attention, c'est que, par exemple, ici, dans le cas où on a des efficacités qui semblent peu satisfaisantes sur le Mycosphärella sur feuille de façon visuelle, en fait, on n'a pas d'impact. Vous pouvez voir que sur le rendement, on n'a pas d'impact sur cette variable. Et donc ici, il faut bien faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne efficacité visuelle sur feuille que derrière, ça s'est répercuté sur le rendement en lien avec ce que je vous ai dit et notamment les conditions peu favorables à une expression de la nuisibilité de cette maladie. Donc en fait, ça aboutit au fait que aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent d'évoluer, de faire évoluer le conseil. Donc, nous restons sur notre conseil aujourd'hui de ne pas conseiller de traitement fongicide à montaison. On maintient dans les secteurs à forte pression myco un traitement unique à base de prothioconazole AG1. Et ici, la dose qui va être conseillée, c'est vraiment de rester donc à 0,8 litres hectare de propulse, par exemple, soit 100 grammes de prothioconazole.
Si vraiment on a un printemps favorable à la maladie, donc j'entends par là le maintien de conditions humides et douces qui vont permettre la progression de la maladie vers les tiges et derrière vers les siliques, eh bien on peut envisager un relais 10 à 20 jours après G1 pour limiter cette montée vers les siliques. Ici encore, on va privilégier de la triazole et le prothioconazole de préférence. Donc ça, c'était pour le mycospharéla. Donc on va passer maintenant à la cylindrosporiose. Donc là, encore une fois, vous voyez qu'on a la petite carte. Ici, on est plutôt sur une maladie qui va toucher en majorité plutôt le nord de la France, avec la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et puis une partie du Grand Est, avec des nuisibilités qui sont assez variables. Sur des variétés sensibles, on peut être sur des nuisibilités qui peuvent parfois excéder les 8 quinto-hectares. Ça reste assez rare, mais quand même, on peut avoir des nuisibilités qui vont être assez importantes. Ici, les facteurs favorables au développement de la maladie, eh bien, on est encore sur des températures douces avec des humidités relatives élevées. Ici, la pluie, notamment en mars et en avril, va être vraiment impactant. On va le voir par la suite. Et des facteurs aggravants, ce sera notamment le gel tardif avec le vent, par exemple en 2020, où on a pu voir des ramollissements et des flétrissements, voire des dessèchements de feuilles courant montaison. Je voulais vous rappeler quand même ici, puisque c'est quand même quelque chose qui nous semble très important, au niveau de la gestion de la cylindrosporiose, vraiment le premier levier que vous pouvez mettre en marche, c'est le levier de la tolérance variétale. En effet, on a quand même un pool de variétés tolérantes aujourd'hui qui n'est pas négligeable, et donc il faut vraiment regarder ce levier en premier lieu pour envisager la lutte, si vous êtes dans des secteurs à cylindrosporiose, de bien envisager ce levier-là. Si derrière, on a quand même des problématiques cylindrosporiose, voilà, je vous propose ces petits résultats d'essais, donc le regroupement de 2 essais que l'on avait à nouveau en 2021 ici, des résultats plutôt axés sur le rendement, puisqu'ici encore, vous pouvez le voir, on a eu un pourcentage d'attaque qui était fort en hiver, avec environ 66% des feuilles atteintes sur les 2 essais donc sortie hiver. Et puis, vous pouvez voir que la nuisibilité ici, elle est encore assez peu marquée, avec simplement un quintal hectare, donc voilà, assez peu importante sur cette année. Globalement, pourquoi? Eh bien, parce qu'on a eu un printemps sec, et particulièrement mars et avril, où on a eu très très peu de pluviométrie. Et donc ici, on a eu un arrêt de la progression en fait de la maladie. Ça se retrouve d'ailleurs très bien sur la variable rendement. Ça, c'est aussi beaucoup vu sur les efficacités visuelles, puisque nous n'avons pas constaté d'efficacité visuelle des différents traitements. Donc ici, nous avions des traitements envisagés à C2D2, C2D2, puis G1 ou uniquement G1. Et donc ici, nous avons constaté assez peu d'efficacité visuelle. Et nous, nos hypothèses, c'est qu'on était sur donc pas d'évolution de la maladie suite à ces traitements, ce qui ne permet pas en fait d'évaluer vraiment l'efficacité visuelle. Et puis, on a eu certainement une action assez peu curative dans ces essais en particulier, du fait d'une présence de la maladie assez forte sur ces essais. Et donc ici, on n'a pas d'écart significatif entre les différentes modalités qui ont pu être testées sur la variable rendement. Donc là encore, et dans le cas un petit peu similaire au mycospharéla, nous n'avons pas d'éléments aujourd'hui pour la remise en cause du conseil qui est déjà existant, hein. Donc pour rappel, et j'insiste vraiment parce que vraiment le premier levier à considérer, c'est encore une fois la tolérance variétale. Donc premier levier à mettre en œuvre. Et puis, la lutte chimique en dernier recours, c'est sur symptômes déclarés. Et là, l'objectif, c'est vraiment de protéger les siliques. Donc, le cas général là-dedans, c'est vraiment d'avoir, si on a des symptômes au printemps, hors attaque grave, ce sera de pouvoir mettre en place un traitement à sclérotinien, d'adapter le traitement sclérotinien AG1 qui est généralement suffisant. Et donc ici, en fait, on va vraiment pareil, privilégier une triazole dans la protection à floraison, et les bases prothioconazole sont les plus adaptées. Alors, en cas d'attaque grave, notamment sur variétés sensibles dès la reprise de la végétation, là, on peut se permettre d'appliquer un traitement sans attendre la floraison. Et ici, à nouveau, il faudra privilégier plutôt une triazole, le tébuconazole, pourquoi pas, le metconazole si vraiment on cherche un effet régulateur en complément. Alors attention, ici, j'attire votre attention sur le côté régulateur. Dans des situations où on est sur une non-nécessité de réguler, donc le risque de verse est nul, ou on est sur des sols superficiels, ça ne sert à rien de faire un régulateur. On va même parfois pouvoir se traduire ici par un impact négatif sur le rendement, et c'est vraiment pas ce que l'on recherche. Donc attention avec ces aspects de régulation
en sortie hiver. Si ce n'est pas nécessaire, eh bien, on évite. Donc ça, c'était pour ce qui était de la cylindrosporiose. Et donc, on va passer à la dernière maladie que l'on va traiter aujourd'hui, qui est l'oïdium. Donc ici encore, vous avez la carte des fréquences sur la droite et on aura vraiment regardé un petit peu tout ce qui se passe en France, puisqu'ici, on est plutôt sur une maladie du sud. Donc le sud-est, la vallée du Rhône et puis vraiment l'Occitanie sont les régions qui vont être les plus impactées, avec des nuisibilités qui vont être variables. Donc au nord, plutôt jusqu'à 5 quintals hectares, donc ça commence à être quand même assez important. Et puis dans le sud, parfois, ça peut vraiment aller dans les cas les plus extrêmes jusqu'à plus de 10 quintaux hectares. Donc là, on est sur des scénarios extrêmes qui n'ont pas été observés depuis 15 ans à peu près. Mais quand même, il faut savoir que ça peut exister. Donc là encore, tout pour ce qui est des facteurs favorables, eh bien, comme précédemment, hein, on est sur des températures douces et des humidités relatives élevées. Alors ici, la pluie, normalement, lessive un petit peu le mycélium sur les feuilles, donc on n'est pas vraiment dans des conditions de pluie, mais vraiment d'humidité relative élevée. Pour les symptômes principaux, eh bien, on va être sur des taches étoilées de mycélium blanc, comme vous pouvez voir sur les feuilles, sur la photo en haut à droite, qui convergent et qui vont recouvrir en fait les organes aériens et qui peuvent se propager donc jusque sur les siliques. Donc, je vous propose ici de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut lutter à floraison contre l'oïdium. Et donc ici, vous avez un regroupement de 4 essais qui ont été menés entre 2010 et 2012, et donc pour lesquels, en fait, ici, vous avez des indications à la fois sur la gravité, la note de gravité des attaques sur tige et sur silique et le rendement moyen. Alors attention, ici, petit piège, je vous ai mis les rendements plutôt sous forme de points. Donc ce sont bien les points rouges qui représentent le rendement moyen par modalité sur les 4 essais. Et puis, vous avez en vert les attaques sur tige, la gravité des attaques sur tige, et en jaune, la gravité des attaques sur silique. Donc ici, vous pouvez voir que déjà, on a une nuisibilité qui est marquée hein, sur ces 4 essais. Globalement, on est autour de 5 à 7 quintaux de nuisibilité sur ces essais-là. Et donc, ici, ce que l'on repère tout de suite, c'est qu'au niveau efficacité, eh bien, on a des choses qui se distinguent, et ce sont les bases les solutions à base de prothioconazole. Donc le Prosaro, le Propulse à 1 litre ou le Propulse à 0,8 litres hectare. Voilà pour ce qui est en fait de cette lutte vraiment à floraison où les bases prothioconazole ressortent vraiment, mais on a quand même des bonnes efficacités sur les triazoles, on va dire un petit peu plus simples et parfois un peu plus économiques aussi, comme par exemple le Senorg, donc à 0,8 litres hectare ici. Donc ici, attention, on est bien à nouveau hein, sur uniquement du traitement AG1 dans ce type d'essai-là. Pour ce qui est de la stratégie de la lutte, donc là, sur l'oïdium, eh bien, dans un contexte de fréquence oïdium forte, donc là avec une nuisibilité accrue, et donc les secteurs plutôt sud-ouest ou sud-est, eh bien, on va raisonner la lutte en fonction de si on est sur des attaques faibles ou des attaques à forte pression. Le cas général, on est plutôt sur des attaques faibles à modérées juste avant ou juste après G1. Donc dans ces cas-là, en fait, on va avoir l'application unique à G1 qui va être largement suffisante. Ici encore, on privilégie les triazoles et en particulier le prothioconazole. Alors, on a des solutions hein, avec le prothioconazole solo qui sont assez économiques aussi. Donc avec voilà, Joao Oskea, par exemple, à 0,6 litres hectare, qui permettent d'avoir une bonne gestion sur l'oïdium de façon complète avec juste une intervention AG1. Pour les années à très forte pression, on a possibilité d'une double application, ce qui reste un cas rare, mais quand même, ça peut arriver. Et donc là, pour le stade G1, eh bien, on est sur le cas général, hein, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, on peut passer en deuxième lame avec un traitement à G1 plus 10-15 jours à peu près, où on va en fait avoir sur la situation de montée sur silique, l'action d'une triazole, donc là encore prothioconazole ou metconazole, qui va pouvoir se faire. Alors attention ici, généralement quand on a un traitement au-delà du 10-15 mai, on va quand même être au-delà de la nuisibilité. La nuisibilité va déjà avoir été mise en place avant ces dates en général. Voilà. Donc, pour faire un petit peu le panel et le résumé par rapport à tout ce qu'il est possible de faire en fonction du risque sclérotinia et de ce que l'on vient de se discuter, eh bien, voilà, sur les parcelles à risque de sclérotinia faible à moyen, donc là, on est plutôt sur des pressions historiques assez modérées, des rotations de type colza une fois tous les 4 ou 5 ans, eh bien, ici, toutes les solutions vont pouvoir être adaptées, dont les références, bien évidemment, les solutions avec biocontrôle, donc les packs avec type Balade, Rhapsody ou Polyversum
sont complètement envisageables aussi, et des solutions plus économiques, comme par exemple des demi-doses, par exemple le filant à 0,25 litres hectare, le propulse à 0,5, ou du prothioconazole solo, pourquoi pas, voire même du tébuconazole 1 litre hectare ou du Sonorgo Pro à 0,8 litres hectare. Donc là, c'est vraiment quand on est dans le risque sclérotinia flabbla moyen. Quand on est dans des parcelles à fort risque, et donc là, c'est vraiment qu'on a une pression historique du sclérotinia qui va être marquée, la rotation assez courte de type colza-bléorge, voire un colza tous les 2 ans, et bien ici, on va vraiment privilégier les solutions à base de prothioconazole, de Trezo et ou de SDHI associés. Donc tout ça, bien sûr, en respectant la note visant à endiguer le risque de développement de la résistance au SDHI, en particulier au boscalide. Donc la note commune qui est rédigée par l'ANSES, l'INRA et Terrinovia, qui paraît tous les ans, sauf en 2021, faute de remontée de résultats qui n'avaient pas permis sa parution. Donc là, on était vraiment sur des solutions un petit peu plus adaptées à des parcelles à risque fort. Et puis, dans certains cas, et là, je vais cibler très précisément la façade maritime et notamment en Normandie, dans ces cas-là, avec vraiment des parcelles à potentiel très important, eh bien, on peut envisager des stratégies à 2 traitements. Mais il faut savoir que voilà, ce sera non valorisé par ailleurs. C'est vraiment quand on est dans des potentiels importants qu'on va avoir une valorisation de ce double traitement, encore une fois, dans des parcelles à fort risque également. Et donc, bien évidemment, ça, c'était pour la protection sclérotinia, mais par rapport à tout ce que je vous ai déployé sur les différentes maladies précédemment, eh bien, on prend en compte ce risque maladie régionale et puis, eh bien, on adapte en fait ce raisonnement, la sclérotinia, en fonction de ce risque, Mycosphaerella, cylindro ou oïdium, dans le choix des solutions. Et donc, je vous ai exposé ça précédemment. Donc pour conclure un petit peu, donc voilà, c'est vraiment la gestion des maladies. Qu'est-ce qu'on est demain? Qu'est-ce que l'on a à l'étude et quelles pistes est-ce que l'on va poursuivre pour la gestion de ces maladies donc au global. Sur la gestion du sclérotinien, on l'a vu, on a 2 nouveautés. Donc une offre de solutions qui s'étoffe avec le Trezo. Ça sécurise un petit peu voilà, notre gestion sur cette maladie-là. Et puis levier très important et qui va un petit peu conditionner d'ailleurs toutes nos pistes de travail par la suite, c'est vraiment ce levier variétal. Et donc les pistes que l'on travaille, que l'on souhaite travailler dans les années à venir avec ce levier, eh bien ce sera vraiment de regarder est-ce qu'il y a des possibilités potentiellement d'impasse dans des zones à faible risque de sclérotinia. Donc là, je cible plutôt le nord-est France pour essayer de voir s'il y a vraiment des impasses possibles, par exemple ici. L'orientation plus spécifique encore des traitements AG1, donc là, de voir si on peut adapter encore plus spécifiquement en se prémunissant de l'aspect scléro via la variété, de regarder un peu plus les traitements spécifiques pour d'autres maladies, et puis pourquoi pas envisager là aussi des décalages d'intervention, mais ça, ce sera vraiment conditionné avec ce levier variétal. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Avez-vous des questions? Merci Gwenola. Alors, petit écho. Ouais. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Tu es impeccable pour le timing. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur différents sujets. Donc, c'est que ça fait réagir. Donc, il y a certaines questions, on a pu répondre, je pense, sans trop de difficulté avec les collègues. Alors, n'hésitez surtout pas, si vous n'êtes pas satisfait pour autant de votre réponse, enfin de la réponse, n'hésitez pas à recontacter les gens. Hein, vous savez comment vous adresser à nous. Je prends une question liée aux adjuvants, parce que tu n'as pas du tout évoqué. Il y a une question qui est arrivée assez vite là sur le Trezo, et je sais que Mathieu a commencé à y répondre. Est-ce qu'on a testé le Trezo avec un adjuvant? Faut-il un adjuvant avec la formulation WG du Trezo? C'était la question. Ouvre ton micro. Pardon, c'est vrai. Donc oui, en effet, on avait bien travaillé le Trezo donc avec un adjuvant qui était donc le Stickman. Hein. Donc ça, c'était quand on le travaillait, notamment quand il était en solo. Et donc, bon, on sait aujourd'hui hein, que le Trezo ne sera proposé qu'en pack. Donc là, l'adjuvantation peut-être est un petit peu moins nécessaire, mais généralement, elle sera quand même conseillée hein, sur cette solution, y compris en pack. Oui. Merci.
Je prends une autre question. On a tenté d'y répondre avec Aurore, mais c'est une question un peu quand même qui fait beaucoup débat en ce moment. Je la lis telle quelle, hein, donc une question de Marc FVDC. Les 2 quintaux gagnés par les traitements fongicides scléro justifient-ils ces traitements selon vous? N'y a-t-il pas une contradiction entre l'analyse de faible effet rendement, donc c'est ce que tu as présenté au début sur les dernières années, faible effet rendement des fongicides et maintien des traitements? Donc, c'est une vaste question et tu as un peu ouvert des perspectives sur la fin, donc c'est en débat en interne. Je te laisse dire un mot. Tout à fait. Donc en effet, hein, la question se pose vraiment au niveau de ces applications AG1, d'autant plus que en fait aujourd'hui on est plutôt sur du préventif puisqu'on a assez peu d'outils hormis le kit pétale pour pouvoir vraiment prévoir le risque scléro à l'année, hein, sur les parcelles. Et donc en fait le but vraiment sur les prochaines années, ce sera de regarder un petit peu ce que peut nous permettre justement ce levier variétal. Dans des cas où en fait on sera sur des situations donc là agronomiques de faible risque, et bien demain avec en plus cette possibilité d'avoir une variété qui nous rabaisse de 40 à 50% l'attaque en fait, hein, sur tige principale, ça sera quand même très intéressant et donc on va pouvoir voir si on n'a pas justement des impasses qui seront possibles à G1 sur cette gestion du sclérotinien. Ouais. Merci. Oui, question de Alex. En 2021, avec une fin de cycle humide et une floraison longue, beaucoup de maladies ont pu être observées sur Silic. Avez-vous une évaluation de leur nuisibilité et connaissez-vous l'intérêt d'un relais du traitement AG1 dans les 10-15 jours qui suivent? Donc tu l'as abordé. Je m'étais engagé dans un premier élément de réponse auprès de cette personne pour dire qu'on avait en effet quelques références sur les dernières années, hein, sur des relais de ces fameux T1 plus 15 jours, sans trop se préoccuper dans nos essais d'ailleurs des maladies entre guillemets secondaires ou celles qui peuvent toucher les siliques. Je pense que la question, elle allait même au-delà, hein, de l'aspect protection des siliques, puisque la personne a rebondi derrière pour dire que globalement, donc c'était plutôt myco et alternaria, hein, là, les maladies ici qui étaient à l'esprit de cet intervenant. Et la question se pose quand même vu le prix de la graine du colza, donc c'est un peu ce qu'on avait débattu aussi en interne. Est-ce qu'il faut en gros couper les cheveux les cheveux en 4 dans des situations comme ça où on se dit qu'il y a un haut potentiel à aller chercher? C'est ça. Tu peux nous dire un peu? Ouais, pas de souci là-dessus. Donc c'est vrai que par rapport à ce que je vous ai dit, et puis c'est ce que je vous ai remis aussi en fin de slide là, c'est vrai qu'on a évalué, même selon les contextes de prix actuels, hein, l'opportunité ou pas de protéger avec un passage suite au G1, donc 10 à 15 jours après le G1. Aujourd'hui, les indications que l'on a, au vu du coût de passage, du prix de la solution envisagée et du prix de la graine, en fait, on n'est toujours pas rentable donc c'est justement ce gain envisageable de potentiellement jusqu'à 2 quintaux hectares, voire plus éventuellement, mais ça, c'est dans des situations où il y a une nécessité potentielle de protéger pour les maladies de fin de cycle. Donc là, on est dans un cadre un petit peu différent. Et donc, il n'y a pas de valorisation de ce deuxième passage. Attention également, hein, sur les maladies de fin de cycle et notamment ce qui s'est passé en 2021, la montée sur Silic a été assez tardive globalement quand même, hein, sur ces maladies-là. Et en fait, la nuisibilité a été très peu forte. Là où on peut se préoccuper, c'est vraiment quand on a une montée sur Silic qui est assez précoce. Donc là, il faudrait envisager en effet plutôt une réintervention, mais encore une fois, dans les cas très spécifiques. Et on l'a vu pour le Mycosphärella lors de l'exposé. Ouais. En fait, pour compléter, bon, je ne sais plus si tu l'as dit, j'ai pas forcément tout bien écouté, là, j'ai pas été attentif, je ne peux pas être partout, mais les essais où on avait traité de façon spécifique, hein, la question de l'intérêt du double traitement nous montraient qu'en effet, on pouvait avoir des petits gains de rendement, mais comme tu le dis, c'était pas systématiquement rentabilisé. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas systématiquement les 2-3 quintaux de bonus, hein, faut déjà l'avoir en tête.
Il y a les coûts du passage, bon certes, le prix de la graine est élevé, mais il y a aussi le côté confort et le fait d'abîmer le colza, hein, même si aujourd'hui les matériels sont de plus en plus adaptés pour passer sur des colzas qui ne sont pas spécialement non plus très très hauts ces dernières campagnes, mais c'est quand même avoir un élément de plus à avoir en tête, quoi. Donc, le gain à attendre n'est pas spécialement au rendez-vous, même si ça pose toujours un peu question, parce que c'est vrai que dans des très hauts potentiels, en l'absence même de maladie, des fois on a vu des réponses du coup un peu physio, hein, on va dire ça comme ça, sans avoir trop cherché à investiguer le pourquoi du comment. Alors, il y a quelques questions sur la cylindro. Je sais. Alors, attendez, parce que le risque sclérotinia est-il plus élevé lors de la présence de tournesol et poids dans la rotation? Donc, Céline, elle a répondu, en effet. Ah oui, il y avait une question sur avez-vous à tester l'association Trésor-Propulse? Alors oui, c'est pas le Trésor Propulse qui a été testé. Si on est sur une association où on recherche plutôt avec la base prothioconazole, le mélange qui avait été fait, c'était plutôt Trésor Joao, et d'ailleurs ce sera l'un des packs proposés. Alors ce ne sera pas avec le Joao directement, mais on a bien un des packs qui sera proposé avec une base prothioconazole. Donc on est bien hein, sur un test qui est conforme à tout ce que j'ai pu vous exposer jusqu'à présent. Les mélanges sont complètement comparables à du Propulse à 0,8, quel que soit le partenaire associé au Trésor. Ouais. Alors, une petite question Miko, merci Gwen, une petite question Miko sur les partenaires testés avec Propulse. C'était pas très lisible. Oui. Tu peux nous en dire un mot? Bon, ce sera diffusé. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un petit graphique, enfin un gros graphique qui n'était pas spécialement lisible à l'écran pour tous. Il n'y a pas de souci. Donc, en effet, donc dans cet essai, ce que je ne vous ai pas présenté, puisque là, on n'avait pas forcément le temps, donc on avait bien différentes stratégies qui étaient proposées. Donc, on avait des associations, enfin, c'est pas des associations, ce sont des programmes où on était donc AC2D2 puis AG1. Donc là, on avait différentes choses qui étaient testées. Je peux peut-être même me permettre d'aller rechercher le graphique pour que tout le monde puisse l'avoir sous les yeux. Voilà. Donc ici, vous aviez donc en C2D2 donc du Sonor, du metconazole, du diphénoconazole, et ici on avait à nouveau le metconazole avec une dose réduite de Propulse AG1. Sachant que ici, bon, vous voyez, je voulais un petit peu masquer. On avait aussi des programmes où on avait des interventions à G1 plus 15 jours. J'en ai pas parlé ici puisque ces efficacités-là sont bien réalisées juste après l'application G1. On n'a pas pu en fait, au vu de ce que je vous ai exposé et le fait que la maladie ait soit évolué beaucoup trop tardivement, soit n'a jamais évolué sur l'un des deux essais, on n'a pas pu évaluer l'entièreté des stratégies proposées, et notamment les stratégies à G1, puis G1 plus 10-15 jours. Donc là, pour le coup, on avait différentes choses. Donc, à nouveau du diphénoconazole, à nouveau du metconazole. Voilà, on avait avec différents dosages. Et on avait même donc une 3 voies, hein, une modalité à 3 voies qui est celle-ci, donc le Sonorg Pro avec le Propulse, puis après on avait du Joao à nouveau. Donc voilà ce qui avait pu être testé, qui avait abouti dans nos conclusions, hein, vraiment pour rappel au fait que on n'avait pas de modification de notre conseil sur la gestion du Mycosphärella, donc pas de traitement AC2D2. Et si vraiment on a un besoin de relais dans des conditions très favorables à la maladie, on repasse à 10-20 jours avec du prothioconazole de préférence. Ok, et alors merci. Et encore une dernière question, je repasse sur l'autre maladie, c'est la cylindro, qui a fait réagir quand même à 2-3 reprises. Je ne sais pas si toi tu vas être à l'aise sur cette question, mais on constate des différences variétales qui sont fortes, hein, ça je t'en avais parlé. Dans certaines régions, c'est très marquant dans les essais variétés. Y a-t-il une corrélation entre ce qu'on nous appelle la tolérance variétale, donc les classifications qu'on peut être amené à faire dans l'évaluation variétale, corrélation entre ces notes de tolérance ou sensibilité et les niveaux de rendement? Alors, j'ai vu qu'Aurore a donné un élément de réponse. C'est vrai que, bon,
c'est assez bien résumé quand tu dis, Aurore, que la productivité, les résultats rendement fait un peu la synthèse et c'est la résultante de nombreux facteurs, y compris l'aspect cylindro qui peut arriver en cours de campagne. Mais je rebondis sur le commentaire là, qui a été de dire qu'en effet, des grosses différences se creusent entre variétés. Pour autant, les classements des notes variétales n'est pas le même classement que les notes que les rendements, ça c'est évident. On a quand même quelques exemples. Alors moi je suis en Normandie, on fait un gros travail là depuis plusieurs années d'observation, et on sait qu'il y a des génétiques qui se démarquent et qui pour le coup présentent des bons rendements. Je citerai par exemple chez Limagrin, on a Aviron, on a des génétiques comme Addition qui sont assez peu sensibles. Boustin, Unique chez Maumont, BRV 703, tu en as parlé pour le scléro, est bien noté. On a des variétés, alors c'est un peu délicat parce que ce qu'on observe sur feuille, donc les symptômes typiques sur feuille pendant la montaison, même dès la sortie hiver, là déjà aujourd'hui, on peut commencer à voir des symptômes. Beaucoup de variétés maintenant présentent une certaine sensibilité sur feuille qu'on ne retrouve pas forcément en fin de cycle, notamment en examinant les tiges. Et donc ça c'est le premier point déjà. Donc c'est pas vraiment facile de faire des relations directes. Par contre nous ce qui nous préoccupait, et c'est pour ça qu'on chaque année on reste bien en veille là-dessus avec quelques essais, c'est que la présence de symptômes et de taches sur feuille au mois de mars amène des interrogations, notamment en termes de traitement. D'où la partie que tu as dédiée à ça aujourd'hui. Pour l'instant, nos essais, toutes choses égales par ailleurs, donc sur la même variété, ne montrent pas des gros gains à espérer en termes de traitement fongicide dans les conditions où on a testé les produits, c'est-à-dire sur des stades essentiellement montaison avec relais G1. Se pose même la question des fois d'y aller pas beaucoup plus tôt, mais on n'est pas du tout sur des règles de décision aujourd'hui en vigueur chez Terranovia, de déclencher des traitements cylindraux, même j'ai envie de dire quasiment dès l'automne. C'est pas du tout d'actualité et c'est pas non plus dans le sens on va dire, de l'histoire de la protection du colza, quoi. On n'aimerait pas non plus ouvrir trop les vannes, évidemment. D'autant plus que la nuisibilité, elle semble quand même diminuer fortement quand arrive la floraison et des périodes de sec printanier qui limitent quand même assez drastiquement la nuisibilité, ou en tout cas, l'effet est bien gommé, quoi. Donc c'est une question qui est sur la nuisibilité de la cylindro, qui est bien d'actualité. Et ce qu'on avait observé aussi, pour finir là-dessus, et après on enchaînera sur les insectes, c'est que certains printemps, notamment où on a eu des vagues de froid un peu tardifs, là déjà la contre-saison, on observait quand même bien la fragilité accentuée pour les variétés qui étaient touchées à la cylindro. On l'avait vu, moi j'avais vu beaucoup ça en 2020 notamment, dans notre région en Normandie. La vague de froid de fin mars, début avril, là, avait littéralement desséché le colza qui était d'autant plus du coup stressé s'il était très touché cylindro. Mais pour autant, est-ce que les traitements qu'on applique à ce moment-là auraient permis de limiter ces effets-là? C'est un peu la question quand même. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. On m'alerte qu'il faut passer à la suite, donc j'enchaîne. C'est plutôt Céline qui va prendre le relais. Tu partages ton écran. Céline, bonjour. J'ai pris 4-5 minutes de retard, donc je te laisse enchaîner pour la partie insectes et continuera à répondre à vos questions dans le chat. C'est bon, est-ce que vous voyez mon écran? Super. Donc bonjour à tous. Donc avec Laurent, on va du coup vous parler des ravageurs, et en particulier des ravageurs de printemps. Donc dans cette présentation, on a fait le choix de se focaliser plutôt sur le charançon de la tige du colza et sur les méligettes. Si vous avez des questions sur les autres, n'hésitez pas. Alors le plan de cette deuxième partie d'intervention, donc dans un premier temps, on fera un rapide rappel donc sur les principaux ravageurs sur colza au printemps, les périodes de risque, les règles de décision associées. On fera un petit focus sur les plans de piège méligettes.
Ensuite, dans un second temps, on parlera ensemble des insecticides les plus adaptés en fonction du contexte, que ce soit du contexte de résistance ou bien des autres ravageurs qui peuvent être présents. Laurent vous fera également un point sur les solutions de biocontrôle et on terminera ensemble avec les principaux points à retenir. Alors commençons tout d'abord par la première partie. Donc dans cette diapo, on vous a remis donc les principaux ravageurs qui sont présents au printemps, avec les périodes d'observation et puis surtout les périodes de risque. Alors je vais vous les balayer extrêmement rapidement. Donc les premiers ravageurs qui arrivent au printemps, ce sont les charançons de la tige. Donc en général, souvent les charançons de la tige du colza qui sont associés avec le charançon de la tige du chou. Pour rappel, le charançon de la tige du colza est nuisible contrairement au charançon de la tige du chou. La période de risque s'étalant entre le stade C2, donc le début de la montaison et de l'apparition de la tige jusqu'au stade bouton séparé. Ensuite, arriver dans les parcelles, donc les méligètes, avec une période de risque qui s'étale entre le stade bouton accolé et l'apparition des premières fleurs. Ensuite vont intervenir le duo charançon-décilique et cécidomie, avec une période de risque qui s'étale entre le stade silique de 2 à 4 cm et le stade 10 premières siliques bosselées. Et enfin, pour finir, les pucerons cendrés qui peuvent être présents pendant tout le printemps, dès la reprise de végétation, en particulier dans les secteurs avec des hivers qui peuvent être doux. Voilà, il y a un risque plus marqué les années de printemps également doux. Alors, quelle est la règle de décision concernant le charançon de la tige du colza? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le stade sensible s'étale entre le stade C2 et le stade E. Pour le surveiller, la cuvette est très importante. Soit une cuvette placée dans votre parcelle et encore mieux en ayant recours au bulletin de santé du végétal qui présente l'avantage en fait de synthétiser les résultats dans un réseau de cuvettes qui fournit une information qui est souvent plus précise qu'une cuvette isolée dans une parcelle. Attention au risque de confusion avec le charançon de la tige du chou qui arrive à peu près au même moment. Alors, qu'en est-il en termes de gestion et de positionnement des traitements? Si les charançons arrivent précocement dans vos parcelles, il est important d'attendre vraiment le début de l'élongation. Tant que la tige n'a pas repris sa croissance, ce charançon n'est pas nuisible. Une fois que le colza est au stade sensible, si les arrivées sont précoces et interviennent au mois de janvier, ce qui peut être parfois le cas, on observe souvent des arrivées sporadiques avec des vols qui vont s'intensifier ultérieurement. Donc, dans ces cas-là, il est important de ne pas se précipiter et d'attendre l'intensification des vols avant d'intervenir. Dans le cas où on a des arrivées à une date plus classique, dans ces cas-là, il est conseillé d'intervenir 8 à 10 jours après les premières captures significatives ou bien au moment du pic de vol régional, ce qui sera indiqué dans le BSV de votre secteur. Concernant la gestion des méligètes, un point clé, c'est que un colza vigoureux en fait peut supporter de fortes attaques de cet insecte, puisque le colza présente des capacités de compensation importantes. C'est la raison pour laquelle les règles de décision et les seuils sont modulés en fonction notamment de l'état du colza. Lorsque vous avez un colza vigoureux, on considère qu'au stade D1, on peut attendre avant de décider d'intervenir ou non. Donc, on conseille de poursuivre l'observation. Le seuil au stade bouton séparé est de 6 à 9 à l'échelle nationale et un petit peu plus bas dans le sud de la France, entre 4 et 6. Dans le cas où vous avez un colza, par contre, qui est handicapé et peu vigoureux, au stade D1, le seuil est de 1 insecte par plante, ce qui correspond en fait à 50% des plantes infestées, donc présentant au moins un insecte.
Au stade bouton séparé, le seuil est de 2-3 insectes par plante, ce qui correspond à un seuil de 65 à 75% des plantes infestées. Alors, on voulait faire un petit focus sur la manière en fait de compter les insectes par plante. Ce qui est important, c'est de se positionner dans une zone représentative de la parcelle, d'éviter les comptages en bordure où souvent les infestations sont un petit peu plus importantes, d'éviter de faire des notations uniquement sur les plantes les plus hautes, ce qui risque également d'entraîner une surestimation du risque. Le comptage est recommandé sur 5 fois 5 plantes consécutives pour avoir une bonne vision de la situation. Également, avant d'intervenir, il est recommandé de ne pas se précipiter lorsque le seuil est atteint, parce que ces insectes arrivent dans les parcelles généralement par des vols un petit peu échelonnés. Voilà, donc ne pas se précipiter. Pour rappel, le traitement est inutile dès l'apparition des premières fleurs. Alors, il y a une petite exception dans le cas où, en effet, la pleine floraison peine à se mettre en place. Dans ces cas-là, il peut quand même être nécessaire d'intervenir. Et puis, si une intervention s'avère nécessaire, notamment en cas d'infestation très forte, dans ces cas-là, il est recommandé d'attendre au moins 5 à 7 jours après le traitement précédent. Alors, il y a une stratégie qui est aujourd'hui utilisée dans un certain nombre de parcelles pour gérer le mélizette, qui consiste à associer à la variété qu'on souhaite protéger une variété précoce à floraison. Alors, d'où vient cette idée? Ça provient en fait d'un constat selon lequel en fait les méligettes sont attirés par les odeurs qui sont émises par la plante hôte et sont davantage attirés par la couleur jaune. Donc, ils vont avoir tendance à se porter sur des fleurs épanouies plutôt que sur des boutons. Les méligettes ont également tendance à se porter sur le haut des plantes. Et enfin, le dernier point important, c'est qu'une fois que la fleur est épanouie, les méligettes n'engendrent plus de dégâts. Donc, face à ce constat, certains ont eu l'idée en fait d'utiliser une variété qui serait plus haute et plus précoce à floraison pour attirer les insectes et préserver une variété qu'on souhaiterait protéger. Donc en pratique, ce qui est mis en place, c'est des mélanges variétaux où on va associer la variété à protéger avec une variété plus précoce et plus précoce à floraison et plus haute, ce qui est le cas par exemple de la variété ES Alicia, qui est la variété utilisée traditionnellement. Alors cependant, quelques recommandations pour le pilotage et la gestion de ces associations. Au moment des comptages, évitez de faire les notations sur les plantes les plus hautes, qui sont les plantes où la pression va être la plus importante. Et enfin, le deuxième point important, c'est que dans ces parcelles, vous allez avoir des plantes en fleurs de manière plus précoce. Et dans ces cas-là, il est important d'utiliser un insecticide qui présente la mention abeille et d'intervenir le soir en l'absence de fleurs entre 2 heures avant le coucher du soleil et 3 heures après le coucher du soleil. Donc on vous a remis ici un exemple de réseau variété précoce qui a été mis en place en 2013 à l'époque par le CETIUM, Terrinovia, avec 13 partenaires différents donc dans le nord de la France. Donc dans ce réseau de parcelles, donc c'est le mélange variétal colza plus ES, variété d'intérêt plus ES Alicia qui a été testé. Et des comptages ont été réalisés sur la variété à protéger et puis sur la variété ES Alicia. Donc c'est uniquement des mesures de dégâts dans ce dispositif, et il n'y a pas eu de mesure de rendement par exemple ou de comptage par exemple de boutons avortés. Donc ce qu'on constate à gauche, si vous regardez, vous avez le nombre moyen de méligettes par plante sur la variété d'intérêt ou sur ES Alicia. Et on constate qu'on observe plus de méligettes en effet sur la variété ES Alicia par rapport à la variété d'intérêt. Même type d'observation, à droite, vous avez représenté le pourcentage moyen de plantes avec au moins un méligette. Donc dans beaucoup de dispositifs aujourd'hui, il n'y a pas forcément de mesures de rendement. Ce qu'aujourd'hui, nous, on peut vous dire par expertise, c'est qu'en général, l'utilisation de ces mélanges variétaux peut permettre d'éviter un traitement ou le retarder, notamment en cas d'infestation faible à moyenne.
Dans le cas où vous avez des pressions importantes, eh bien, un traitement reste nécessaire. Donc, on va poursuivre sur le deuxième volet de cette intervention, qui est le choix de l'insecticide en fonction du contexte. Alors, un petit rappel au préalable. Vous n'êtes pas sans savoir que un certain nombre de ravageurs du colza développent des résistances aux insecticides. Alors, il existe deux catégories de résistance. La première catégorie où la résistance en fait se traduit par des pertes d'efficacité au champ. C'est le cas aujourd'hui pour le puceron vert concernant les pyrétrinoïdes et le pyrimicarbe, et pour les méligètes, l'altisiver et le charançon du bourgeon terminal, en ce qui concerne la résistance aux pyrétrinoïdes. Au printemps, sur charançon décilique, charançon de la tige du chou, charançon de la tige de colza, on a des premières mutations qui ont été détectées dans certaines populations, mais on n'a pas de retour de perte d'efficacité au champ concernant les pyrétrinoïdes. Donc, dans ce contexte, il est important de choisir un insecticide qui va être adapté pour éviter les traitements inutiles. Je pense en particulier, par exemple, aux méligètes. Et également, limiter le risque de sélection de populations résistantes. Et là, je pense notamment aux autres ravageurs de printemps. Donc, qu'en est-il des résultats concernant les résistances du charançon de la tige du colza aux pyrétrinoïdes? Donc, pour rappel, vraiment, on n'a pas de perte d'efficacité qui a été détectée au champ. Au laboratoire, on a testé 26 populations par analyse moléculaire. Et parmi ces 26 populations, 2 présentent des mutations KDR, donc c'est une mutation classique qui peut conférer de la résistance. Et on a détecté ces mutations à des taux inférieurs à 30% dans les populations. Vous avez une carte qui vous représente bien les résultats, avec en bleu les populations. En gros, les camemberts sont... la taille des camemberts est liée au nombre de populations qui ont été analysées par département. Plus la couleur on s'oriente vers le rouge, et plus le taux d'individus homozygotes résistants est important dans les populations présentant la mutation. Et en gros, on voit que la carte pour l'instant est bleue, ça veut dire qu'on n'a pas de mutation dans les populations, si ce n'est dans la Somme et en Côte d'Or. Deuxième point, les méligètes. Aujourd'hui, les méligètes la résistance aux pyrétrinoïdes est étendue à toute l'Europe. Sur le graphique à droite, vous avez des résultats de l'AIRAC qui vous présentent en fonction des années la proportion de populations qui sont résistantes aux pyrétrinoïdes, donc qui sont en rouge très résistantes, en orange résistantes, etc., et en vert sensibles. Et on voit que, en 2016, la très grande majorité des populations étaient résistantes. L'AIRAC considérait alors que 85 à 90% des populations de méligètes étaient résistantes à l'échelle européenne. Sur ce ravageur, la résistance est principalement de type métabolique, c'est-à-dire que les insectes sont capables de produire des enzymes qui vont inhiber ou détruire en fait les insecticides. Donc c'est le principal mécanisme qui est aujourd'hui présent en France. En Europe du Nord, quelques résistances de cibles ont été identifiées, des mutations KDR. Donc la gestion des méligètes va reposer en France sur l'utilisation du tofluvaliate et de l'étofimprox. Donc là également, il est important de suivre l'évolution de la sensibilité à ces insecticides et d'avoir une stratégie de gestion adaptée pour maintenir la durabilité de ces solutions. Donc je vais maintenant laisser la parole à Laurent qui va poursuivre la présentation. Oui, donc merci Céline pour ce point-là sur les résistances. Donc bonjour à tous. Donc on va voir à présent les solutions insecticides qui sont disponibles et leur efficacité. Donc tout d'abord sur charançon de la tige. Donc je vous ai présenté 2 résultats d'essais récents qui ont été réalisés dans le centre. À gauche, vous avez un essai de 2019 avec un traitement à une date classique pour le centre du fin février, au stade C2, donc la tige avait commencé à monter. Des observations au 1er avril, et vous voyez une attaque quand même relativement forte, puisqu'on avait plus de 50% des plantes qui étaient déformées au moment de la floraison.
Ce qu'on voit dans cet essai-là, on a une bonne efficacité avec la deltamétrine, le D6 Protec qu'on utilise comme référence dans cet essai-là, et une efficacité également intéressante avec le Boravie à la dose d'1,5 kg. Un deuxième essai, donc l'année suivante, toujours sur le même secteur, des traitements un petit peu plus précoces fin février, le 21 février. Par contre, là, c'est allé très vite, puisque vous voyez déjà qu'un mois plus tard, on était à F1, hein, donc une année 2020 très précoce dans ce secteur-là. L'attaque, là, était moins forte dans la mesure où on avait sur l'essai une vingtaine de % seulement de plantes déformées. On n'avait pas de tiges éclatées. Donc, on a regardé l'efficacité sur le pourcentage de plantes avec des piqûres. On avait en comparaison, donc, on n'avait pas la deltamétrine, mais on avait le caratéséon comme référence. On voit qu'on est entre 50 et 60% d'efficacité. La citrine max, donc les cypermétrines, dans cet essai-là, on a une efficacité comparable. Et le très bon ici, qui est aux alentours de 40% d'efficacité. Donc on voit, comme le disait Céline tout à l'heure, on n'a pas de perte d'efficacité aujourd'hui au champ pour lutter contre le charançon de la tige. Diapo suivante. Alors si on va regarder sur une synthèse un peu plus large, et donc on a depuis 2007, on a une quinzaine d'essais. Donc les références qu'on a utilisées dans ces essais-là sont la deltamétrine avec le D6 Protec et la lambda cialotrine avec le caratéséon. Ce qu'on voit, c'est que les deux solutions sont efficaces, hein, puisqu'on voit que dans 2 essais sur 3, 67%, on a une différence significative sur le nombre de tiges déformées ou éclatées, sachant que c'est le critère qu'on a retenu pour évaluer les solutions. Et on voit que dans un cas sur 3, on a en tendance un effet également positif, mais la différence n'est pas significative. Diapo suivante. Donc maintenant, on va comparer les différentes solutions que l'on a à ces références, que ce soit la deltamétrine ou le lambda cialotrine. Ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est le très bon. Donc, nous avions 5 essais. On voit que le très bon est comparable, donc l'étofimprox, hein, donc qui a pyréthrinoïde particulier, est comparable aux références caratéséon et D6 Protec. Puisqu'on voit que c'est égal dans 60% des cas, dans 20% des cas, en tendance est supérieure, et dans 20% des cas, on a une tendance, c'est inférieur ou égal. À l'inverse, avec les tofluvalinate, donc le Maverick Smart ou le Maverick Flow, hein, là on a 8 essais. On voit par contre là que le tofluvalinate est inférieur en termes d'efficacité sur le charançon de la tige, puisqu'on a seulement un cas sur 5 pour lequel on a une équivalence aux références lambda cialotrine et deltamétrine. Et vous voyez ensuite donc le Sherpa 100EW ou la citrine max, donc les cypermétrines, qui sont comme le Boravie WG, donc à la dose de 1,5 kg, qui sont en fait intermédiaires. Et donc on est aussi en cours de réévaluation de l'esfanvalérate, hein, donc c'est le Sumi-alpha ou le mandarin gold, qui est aussi un pyréthrinoïde particulier au même titre que l'étofimprox ou le tofluvalinate. Diapo suivante. Donc après les charançons, l'insecte ou le coléoptère qui arrive dans les colzas, c'est souvent le méligette. Donc on verra tout à l'heure que dans certaines situations, ils peuvent arriver en même temps. Donc juste quelques essais. Donc en haut à gauche, vous avez donc un essai qui a été réalisé en Seine-Maritime, application 29 mars au stade D2, une pression, on va dire, moyenne, hein, 3 à 4 milligètres par plante au moment des applications. On voit dans le témoin, comme souvent, naturellement, les populations baissent. On voit que le D6 Protec tout à gauche, il est comparable au témoin, donc effectivement, c'est résistant. Donc les pyréthrinoïdes en IN ne fonctionnent pas. Par contre, on voit que le Maverick Flow ou le très bon, on a une bonne efficacité et une bonne action choc. Pour le Stewart au centre, vous voyez que sur la première date de comptage, à T plus 1 jour, donc le lendemain, on voit qu'en fait, on a une action choc qui est moins forte. C'est simplement lié au fait que l'indoxacarbe doit d'abord être ingéré par l'insecte avant d'être transformé, entre guillemets, en insecticide. Donc, on voit une efficacité ensuite à 4 jours et à 7 jours qui est équivalente au Maverick Flow et au très bon. Un autre essai en haut à droite où on a regardé l'efficacité maintenant du Fosmet, donc le Boravie, à la dose de 1 kg. On a toujours travaillé à 1 kg hectare.
dans la mesure où on ne voyait pas de différence entre 1 kg et 1,5 kg. Et on voit que là, c'est légèrement en dessous du Maverick Flow, hein. Et on retrouve là aussi la deltamétrine, donc le pyrétrénoïde en ide, hein, qui est très peu différent du T-bon. Un autre essai qui montre souvent aussi comment ça peut se passer dans les colzas. Alors, on peut avoir des baisses naturelles des populations, mais on peut aussi avoir des réinfestations. Et là, c'est un essai moutarde de printemps qui avait été conduit en 2020. Vous voyez que les dates sont bien sûr plus tardives, hein, donc on a traité au stade D de E. On avait 5 milligètres par plante le jour de l'application. On voit que 2 jours après, on a dépassé les 10 milligètres par plante. Donc on a une efficacité qui est tout à fait correcte, hein, du très bon. Mais après, on voit progressivement une recolonisation en fait, des moutardes par les milligètres. Il faut dire que c'est une année en fait, où la moutarde se sentait un peu isolée au milieu de colza qui n'avaient pas été conservés. Donc il y avait une très faible disponibilité de crucifères. Donc les milligètres étaient très contents de retrouver de la moutarde. Diapo suivante. Donc, comme pour le charançon de la tige, là par contre la référence a changé. Donc on regarde l'efficacité 3 à 5 jours après traitement. Pourquoi 3 à 5 jours? Parce que c'est là qu'on peut apprécier le plus facilement, je pense, l'efficacité contre les milligètres. Il y a l'action choc qu'on regarde en général à 1 à 2 jours. Et après, quand on va aller plus loin, à 7-8 jours, on a souvent l'inconvénient de recolonisation ou de baisse naturelle des populations. Donc c'est bien de regarder l'efficacité sur une phase intermédiaire à 3-5 jours. Donc là, on a pu regrouper plus de 30 essais, hein. La référence, c'est le tofluvalinate, donc avec le Maverick Flow ou le Maverick Smart. On voit que dans 95% des cas, on est supérieur ou on a une différence, soit en tendance, soit significative, par rapport aux témoins. Et on a 6 essais, enfin 6% des situations où on n'a pas d'efficacité. Ce sont souvent les essais où simplement on a des recolonisations assez rapides derrière, hein, et où l'efficacité ne suffit pas. Et parce qu'on est aussi à 3-5 jours, hein, on aurait eu des choses différentes un peu que si on avait regardé 1 ou 2 jours après l'application. Diapo suivante. Comme tout à l'heure pour le charançon de la tige, on a regardé le trébon, donc qui est l'autre alternative qui est aujourd'hui utilisée sur colza pour lutter contre les milligètres résistants. On voit que le trébon là est comparable à la référence tofluvalinate, puisqu'on a à peu près 40% où c'est équivalent, on a 36% où c'est supérieur ou égal, et on a 24% où c'est inférieur ou égal. Donc on a quelque chose, le trébon, qui est comparable au tofluvalinate sur les milligètres. Quand on regarde à côté le Boravi donc à 1 kg, hein, ou le Stewart, on voit qu'en tendance, on est quand même inférieur sur la date, les comptages à 3-5 jours. Comme pour le charançon de la tige, on a également l'esfanvalérate qu'on réévalue actuellement, mais en regardant dans de vieilles archives qui datent du début des années 2000, lorsque les résistances milligètres sont apparues, j'ai quand même assez peu d'espoir sur les milligètres. Diapo suivante. Donc ensuite, on a regardé l'efficacité des insecticides qu'on peut encore utiliser aujourd'hui sur charançon de la tige et milligètres. Après, souvent les insectes, ils arrivent de façon échelonnée. On peut être confronté soit à un ravageur seul, soit dans certaines situations, on peut être confronté à 2 ravageurs au même moment, et que le colza soit sensible aux 2 ravageurs à ce moment-là. En général, quand même, on a le charançon de la tige qui a le moins d'exigences thermiques, hein, sur les ravageurs de printemps, qui arrive le premier. Donc pour lutter contre le charançon de la tige du colza, on a plusieurs solutions et on va utiliser préférentiellement des pyrétrénoïdes en in, hein, comme la deltamétrine, la cypermétrine ou la lambdacyhalotrine. Le ravageur qui apparaît en général après, Céline l'a montré tout à l'heure, hein, ce sont en général les milligètres. Donc là, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser le Maverick Smart, on peut utiliser le Trébon, le Stewart. J'ai volontairement barré le Boravi parce qu'en fonction des conditions de fin d'utilisation qu'on aura pour le Boravi, si jamais on pouvait l'utiliser encore à l'automne prochain, on a tout intérêt à le garder à l'automne prochain pour lutter là contre les coléoptères que sont l'altise et le charançon du bourgeon terminal par exemple. Donc ça, c'est quand on n'a que les milligètres. Si on s'approche de la floraison, on a plutôt intérêt à choisir
des insecticides qui ont les mentions abeilles, comme le Maverick Smart ou le Très Bon, hein, qui peut être utilisé jusqu'au stade BPCH 61. On peut être confronté aux deux ravageurs présents en même temps, charançon de tige et méligette. Donc dans ce cas-là, on utilisera préférentiellement donc le Très Bon pour lutter contre les deux ravageurs en même temps. Bien sûr, si les méligettes ont dépassé le seuil que vous a montré tout à l'heure Céline. Donc une fois qu'on a parlé charançon de la tige et méligette, il y a un autre ravageur alors qui est moins observé aujourd'hui, hein, qui est le charançon des siliques. Donc lui, on luttera contre lui avec de la lambda-cyhalotrine ou de la deltamétrine, hein, si on dépasse les seuils. Donc là, comme on intervient en floraison, la mention abeille est indispensable. Et on sera bien sûr également vigilant au nombre d'applications qu'on peut réaliser avec les différents insecticides. Donc ça, c'est le cas général. Il y a un cas un peu particulier qui est la diapo suivante, qu'on va retrouver peut-être plus dans le sud-ouest ou sur l'ouest de la France, où on peut avoir la présence de pucerons cendrés au printemps. On a ça en général dans les régions où les hivers sont moins rigoureux, où le puceron peut passer quelque part l'hiver dans les colzas et se développer très rapidement au printemps. Quand on va plus au nord, il faut d'abord qu'il y ait une recolonisation par les ailés et ensuite que les colonies se développent, alors que dans les régions hiver doux, ça peut aller beaucoup plus vite avec des formes aptères qui restent durant l'hiver dans les colzas. Donc là aussi, le puceron quand même se développe rarement très tôt, au mois de février ou janvier, hein. Donc là, pour lutter contre le charançon, comme tout à l'heure, on utilisera préférentiellement des pyréthrinoïdes en in, deltamétrine, cypermétrine, lambda-cyhalotrine. Si on a ensuite méligette et puceron, donc là, on va utiliser préférentiellement donc, le Maverick Smart, hein, qui va être efficace sur les méligettes considérés comme résistants aujourd'hui, qui aura aussi une efficacité sur les pucerons si les colonies ne sont pas trop importantes. Si vraiment on a une très très forte pression puceron, on utilisera dans ce cas-là donc du Maverick Jet par exemple, hein, qui associe du tofluvalinate et du pyrimicarbe qui va agir par vapeur. Pour la situation intermédiaire, où j'allais dire on a la triple peine, on a du charançon, on a des méligettes, on a des pucerons, donc on a des conditions là très douces. Donc on va quand même donner dans un premier temps priorité au charançon de la tige, parce que contre ce ravageur-là, on n'a pas de solution de rattrapage. Donc on prendra par exemple de la lambda-cyhalotrine, qui est efficace sur charançon de la tige et qui peut aussi être efficace sur les premiers pucerons. Par contre, on devra certainement très rapidement intervenir contre les méligettes, puisque les méligettes sont résistants à la lambda-cyhalotrine. Et là, par exemple, avec du Maverick Smart, hein, qui lui a l'avantage de faire les pucerons et aussi d'être efficace sur les méligettes résistants. Et si jamais la pression devient très très forte en pucerons, si on a des manchons, on pourra utiliser, comme on est avant floraison et en général au début de la colonisation, on a quelques colonies mais pas encore de manchons, on pourra utiliser du karatéka. Ensuite, c'est peut-être là qu'on a les pucerons qui sont le plus visibles et le plus fréquents, c'est quand on arrive au moment de la floraison, puisque les températures ont bien progressé, et le puceron se développe lorsque les températures sont élevées. On utilisera d'abord, si on a du charançon des siliques, de la lambda-cyhalotrine pour faire le charançon des siliques et parce qu'on a également un effet sur les pucerons. Et là aussi, si ça ne suffit pas, parce que c'est vrai qu'avec un pyréthrinoïde, c'est difficile d'atteindre la totalité ou de détruire l'ensemble du manchon, on utilisera aussi un Maverick Jet. Donc là aussi, on est en floraison, donc mention abeille impérative avec les précautions d'usage hein, liées aux nouvelles arrêtés abeilles. Donc 2 heures avant le coucher du soleil et 3 heures après le coucher du soleil. Et si on est un peu plus tard en saison, en fin de cycle, mais encore à plus d'1 mois de la récolte, pour les pucerons, on utilisera donc préférentiellement du Maverick Jet pour atteindre les manchons, parce que là, souvent, en fin de cycle, on a des manchons de pucerons. Diapo suivante. Alors, on a bien sûr travaillé les insecticides, mais on a aussi regardé les solutions de biocontrôle à la fois contre les méligettes, contre les charançons de la tige. Alors, juste là, nos amis voisins suisses travaillent depuis longtemps la kaolinite, et la kaolinite est autorisée en Suisse pour lutter contre les méligettes. Alors, vous allez voir souvent, les méligettes sont des ravageurs qui sont
très étudiés pour tout ce qui est biocontrôle, simplement parce qu'on les voit sur le haut des plantes et qu'on arrive souvent à les toucher directement. Donc là, c'est quelque chose qui a été publié dans Agroscope, hein, donc la recherche agronomique suisse. Donc c'est une synthèse de 10 essais, donc vous voyez, ça date déjà un petit peu, hein, mais on se rend compte dans ces essais-là, donc vous avez le témoin non traité avec des pressions très intéressantes, puisqu'on est à 5-6 milligètres par plante. L'insecticide qui a été utilisé, alors il n'est plus autorisé aujourd'hui, mais c'était la bifentrine, hein, le Talstar. On voit qu'on a des efficacités tout à fait intéressantes. Et vous voyez que le Surround, donc c'est la kaolinite qui a été utilisé à 25 kilo/hectare dans ces essais-là. On voit qu'on a une efficacité qui est inférieure à l'insecticide, mais qui permet quand même d'avoir une efficacité sur les mélizètes. Et vous voyez déjà cela après une application, et vous avez sur la droite les photos où vous voyez en fait où était appliqué le Surround. On a une floraison qui est bien homogène. Par contre, vous voyez en fond de photo, vous voyez les situations où on n'a pas appliqué le témoin, où vous voyez que la partie a plus de mal à fleurir. Donc on a bien sûr, depuis quelques années, on a regardé, donc c'est la diapo suivante, ce que pouvait donner la kaolinite également dans nos essais. Donc nous avions un essai, la campagne passée en Bourgogne. Donc nous avions 2 applications, le 25 mars et le 1er avril. Alors on a eu des conditions très particulières, hein, c'était très printanier, pour ne pas dire estival, fin mars. Par contre, début avril, les conditions climatiques se sont dégradées et donc on a eu une forte baisse des températures et bien sûr une baisse naturelle des populations de mélizètes. C'est ce qu'on voit sur le témoin. Hein. On est monté à 12 mélizètes par plante, hein, 6 jours après le traitement, donc on est tout début avril. Et vous voyez très rapidement que les populations ont baissé à moins de 2 mélizètes par plante quand on va vers le 7-8 avril. Donc ce qu'on voit dans cet essai-là, la kaolinite a un effet intéressant. Dès 4 jours après l'intervention ou 6 jours après l'intervention, on a travaillé la kaolinite là, à 20 kilo/hectare. On avait dans cet essai-là également un champignon qu'on a testé. On voit qu'on a peu de différence avec le témoin. On a testé également du bore. Hein. Pourquoi? Parce que certains agriculteurs pratiquent cela. On a testé le bore pour voir ce que ça pouvait donner. Bon, on voit qu'il n'y a pas tellement d'effet. Donc on arrive quand même à avoir un effet avec de la kaolinite dans ce cas-là. La diapo suivante. Donc on ne s'est pas arrêté aux mélizètes. On voulait également voir ce que pouvaient donner des produits de biocontrôle, des solutions de biocontrôle sur le charançon de la tige. Avec la difficulté qu'on a pour le charançon de la tige, c'est de toucher directement l'insecte. C'est plus facile effectivement avec les mélizètes sur le haut des plantes. Là, on peut avoir un contact direct sur une partie de la population. Après, par contre, c'est l'insecte, le charançon, qui va entrer en contact avec le produit de biocontrôle lorsque le charançon se promène sur le colza. Donc là, nous avions 3 applications, le 2 février, le 26 février et le 3 mars, avec la référence qui était appliquée au 26 février. Et on avait un pic de vol au 25 février et un deuxième pic au 3 mars. Alors pourquoi on a fait la première intervention le 2 février avec les solutions de biocontrôle? Simplement, c'est qu'on avait déjà les tout premiers charançons de la tige qui étaient sortis. Et vous voyez, comme le disait Céline tout à l'heure, hein, des sorties sporadiques, quand ça sort très tôt, on n'a pas tout de suite le vol qui s'enclenche, on a quelques individus comme ça qui se promènent. Donc on a regardé là, en floraison, le pourcentage de plantes saines que l'on avait. On voit que dans le témoin, il y en a très peu, hein, puisqu'on a à peine 2% de plantes saines. On avait une grosse proportion de tiges déformées et de tiges éclatées. On voit qu'avec la référence Caratéséon dans l'essai, on arrive à peu près à 50% de plantes saines, sachant que, effectivement, les pontes ont au moins continué jusqu'au 23 mars, donc on voit que l'activité du charançon a été très forte. Après, que ce soit pour toutes les solutions que nous avons étudiées, que ce soit des solutions à base d'ail pour jouer un peu sur le côté répulsif, du purin d'ortie, des solutions à base de bore ou de kaolinite, on voit là qu'on a des efficacités qui ne sont pas suffisantes malgré 3 applications. Alors peut-être qu'on aurait eu de meilleures efficacités si on avait pu effectuer une 4e application peut-être vers le 10 mars. Hein. Malheureusement, cette application n'a pas été réalisée. Donc voilà, donc là des choses qui sont plus difficiles en charançon de la tige hein, avec des solutions de biocontrôle. Diapo suivante. Alors ce qu'il faut retenir,
c'est que la lutte contre les insectes du colza ne sera efficace que si elle combine les différents leviers à notre position. Alors, par exemple, pour les méligettes, ça va être l'utilisation des mélanges variétaux qui peut permettre d'éviter un traitement ou de retarder une application en cas d'infestation faible à moyenne. Alors, bien sûr, il faut bien respecter les seuils et choisir l'insecticide adapté aux ravageurs présents et aussi aux résistances qu'on peut rencontrer. Bien sûr, il faut aussi que la culture soit à un stade sensible. Pour le charançon de la tige, si on ne s'occupe que de ce ravageur-là, on privilégiera les pyrétrinoïdes en in. Pour les méligettes, vous le savez certainement, l'indoxacarbe va être retiré. Donc, si vous en avez, il faut utiliser les stocks ce printemps. L'indoxacarbe présente effectivement l'avantage d'être un mode d'action alternatif au Trébon et au Maverick. Donc, dès l'apparition des premières fleurs, attention à la mention abeille. Donc là, on rappelle qu'il faut intervenir entre 2 heures avant le coucher du soleil et 3 heures après. Il faut aussi veiller, et je pense que Céline pourra compléter, de protéger les auxiliaires qui sont présents dès fin janvier, début février, et qui régulent les ravageurs du colza. Diapo suivante. Alors, effectivement, les travaux se poursuivent au niveau de Terrinovia pour revoir les règles de décision sur les charançons de tige du colza, d'étudier la nuisibilité en fonction du contexte et de réduire les interventions qui peuvent impacter les ennemis naturels des ravageurs d'automne. Ça va être les auxiliaires qui vont rechercher des larves d'altise ou de charançon dans les colzas en sortie d'hiver. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une réduction importante des insecticides utilisables sur les méligettes. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y avait le chlorpyrifos éthyle, le chlorpyrifos méthyle. Il y avait aussi des néonicotinoïdes, comme le thiaclopride, l'acétamipride. Plus récemment également la pymétrozine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le retrait de l'indoxacarbe. Il y aura aussi le retrait du phosmète. Donc comme le disait Céline tout à l'heure, on va conserver le tofluvénate et le tofimprox. Donc il y a effectivement un suivi des niveaux de sensibilité sur ces deux solutions-là qui est vraiment indispensable. Et on va intensifier le monitoring sur les méligettes. On poursuit bien sûr la recherche de nouvelles solutions, qu'elles soient insecticides ou de biocontrôle. Et après, vous retrouvez les informations complémentaires, bien sûr, sur notre site. Donc voilà, je pense que... Oui, merci, questions. Laurent. On a pris un tout petit peu de retard, du coup, on souhaitait prendre quand même quelques questions. Il y a beaucoup de questions dans le chat, tu verras. Enfin, Céline, tu as déjà vu. Des questions, alors pas mal de questions autour de S-Alicia, notamment par rapport à nos règles de décision, puisque vous avez parlé des seuils qui sont en vigueur depuis plusieurs années. ES-Alicia, c'est pas nouveau. Pour autant, est-ce qu'il y a lieu de faire évoluer des règles de décision, traitement, seuil, quand on est en situation avec ES-Alicia et une variété d'intérêt? Alors, très court, parce qu'on essaye d'enchaîner, Céline. En l'état, je ne pense pas qu'il y ait forcément besoin de revoir les seuils. Enfin, la position technique telle qu'elle existe aujourd'hui s'applique tout à fait au mélange variétaux. La seule différence, c'est de bien essayer de discerner lors des comptages, les seuils font référence à des dénombrements de méligettes par plante, de bien compter les bonnes plantes, quoi, tout simplement, et d'appliquer les seuils de risque indicatifs qui sont en vigueur depuis plusieurs années. Ces seuils sont toujours indicatifs, de toute façon, avec des adaptations. En effet, certains... il y a eu un commentaire par rapport à la question pourquoi dans le sud les seuils sont plus bas que dans le nord. Laurent, je te laisserai répondre, ou Céline, à cette question par le chat. Peut-être ce sera plus simple. Il y avait des questions sur... Ouais, il y avait des questions je rentre très rapidement sur pourquoi les seuils sont plus faibles dans le sud. Simplement parce qu'il y a plus de stress hydrique et que la plante est plus fragilisée par le stress hydrique dans le sud. Ouais, moindre capacité de compensation. C'est bien ce qui me semblait, j'avais ça en tête. Charançon de la tige, des questions autour de la nuisibilité de les charançons de la tige du chou. Donc, je pense qu'en région, on a déjà été sollicité sur ce type de questions, notamment dans l'Est de la France. Pensez-vous que dans les conditions qu'on a vécues ces 2-3 dernières campagnes, la nuisibilité du charançon de la tige du chou soit si faible que ça, puisqu'on a vu que des printemps avec des gelées tardives, notamment fragilisant les plantes,
des plantes qu'on a pu diagnostiquer derrière comme porteuses de larves de charançon de la tige du chou étaient mal en point. Donc c'est vrai que c'est une question qui est, comme le disait Aurore, qui est un peu en suspens et qui a fait que chez nous, on a réengagé quelques travaux de recherche un peu fondamentaux sur l'aspect physio et nuisibilité. Ça va être très complexe à répondre, donc à suivre, mais on a bien ça en ligne de mire quand même dans nos études, quoi. Une question toujours sur la charançon de la tige du chou, c'est quid des variétés? Est-ce que le fait qu'elle soit précoce à reprise de végétation ou en termes de dynamique à montaison, est-ce que c'est un atout ou pas? On ne peut pas trop répondre à cette question parce qu'en fait, on n'a pas réellement investigué. Les collègues, vous me détrompez si voilà, on n'a pas encore investigué autant que ce qu'on fait sur les larves d'altise et le CBT par exemple. Par contre, il y a fort à parier qu'effectivement, il doit y avoir quand même des choses, des liens entre certaines variétés et la nuisibilité. Mais comme je vous dis, que ce soit la charançon de la tige du colza et encore plus du chou, il n'y a rien de très linéaire et direct dans les relations qu'on fait entre des variables présence et nuisibilité. Donc le facteur variétal rend les causes encore plus complexes, mais il est sans doute partiellement en tout cas explicatif de certaines choses. Des questions sur les insecticides, je fais vite parce que le temps file et on va clôturer. On avait des questions sur les adjuvants, notamment est-ce qu'on a testé les adjuvants avec les produits que tu as mentionnés là, dans tes résultats? Alors, je vais répondre rapidement. Donc, on avait conduit des essais sur Méligette. Donc, on avait comparé du 80 litres avec du 250 litres. Et on avait mis des adjuvants. Alors, ça devait être à l'époque, je crois, du Stickman. Donc, ce qu'on avait montré, c'est qu'avec les adjuvants plus 80 litres, on arrive au mieux à faire aussi bien que les 250 litres. Mais qu'en général, en tendance, on est quand même inférieur, même avec des adjuvants. Donc, effectivement, les périthroïdes sont des produits de contact. Donc, et on a pas mal de végétation contre les méligettes. Donc, on conseille quelque part plutôt d'augmenter le volume de bouillie. Par contre, ce qu'on va peut-être travailler, c'est des 120, des 130 litres, plus ou moins adjuvants, qui correspond aujourd'hui à la dose moyenne d'utilisation. Et on avait conduit le même type d'essai également sur charançon de la tige, où on voyait aussi un effet plutôt favorable à des volumes d'eau importants. Bien, donc des remarques, merci Laurent, des remarques aussi sur la problématique du nombre de passages insecticides possibles en colza qui se réduit réglementairement parlant, donc ça pose quand même des interrogations quant à la gestion globale de tous ces insectes si on prend le catalogue. Évidemment, on a ça aussi dans l'esprit. Alors juste le tofluorinate, il y a deux interventions qui sont autorisées. Il faut les réserver pour les interventions de printemps. Donc, parce qu'à l'automne, ça a moins d'intérêt sur les ravageurs. Pour tout ce qui est tofimprox, on a droit à une intervention à l'automne, une intervention au printemps. Donc, on a déjà, pour les ravageurs de printemps, on a 3 interventions possibles avec ces 2 molécules-là. Bien. Il y a d'autres questions, sans doute qu'on n'a pas encore répondu. J'aurai pas le temps de les faire passer à l'oral ici, parce que le webinaire se termine. Si Jean, je permets juste, il y a une question, la réponse est rapide. La kaolinite, est-ce qu'elle sera homologuée sur colza? Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de dossier en cours pour la kaolinite. L'idée, on fait également des essais quelque part pour montrer l'intérêt de telle ou telle solution et après enclencher quelque chose. Donc, c'est également le but des essais que Terrinovia mène. Bien. Donc, merci. On va clôturer là. La diapo est partie. Donc, c'est juste pour vous annoncer qu'il y a d'autres événements webinaires qui sont prévus là, à la fin du mois. ERNI, fin janvier, et un webinaire sur le colza, l'agroécologie. Donc, des choses intéressantes aussi à écouter lors de ces événements-là. Donc, je vous rappelle que vous allez recevoir, les participants, là, un mail avec un accès au diaporama et un petit formulaire de satisfaction. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et les collègues répondront dans les quelques minutes qui suivent là au chat les questions qui sont restées en suspens. Merci à tous pour votre attention et merci aux collègues qui sont